bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à notre émission Café Boire. Enfin, notre émission, c'est la vôtre avant tout. Donc, les lundis et vendredis à 20 h. Ce soir, nous allons recevoir une jeune femme qui a un parcours atypique, une histoire atypique, et qui justement est là pour ça. Et donc, ça permettra à beaucoup d'entre vous peut-être de s'identifier ou de voir que d'élargir le champ des possibles et de ne pas se sentir isolé ou en rupture. Donc, on va accueillir Margot. Elle porte déjà un joli prénom qui est attaché à l'histoire de France. Margot, c'est quand même un prénom qui parle beaucoup. Et puis, elle s'appelle de nom de famille Chikaoui, qui est un nom de famille qui est très attaché à l'histoire du Maghreb. Elle va nous en parler, elle va nous dire d'où elle est. Margot Chikaoui, bonsoir. Oui, bonsoir, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté, parce que c'est pas facile, d'ailleurs on le verra dans l'émission, de parler un peu de ce que vous avez vécu, de vous, de votre parcours, de vos engagements. Donc c'est moi qui vous remercie, parce que c'est courageux ce que vous avez fait, parce que vous avez écrit un livre. D'ailleurs, on va voir Au nom de la mer, Oui. Le titre du Exactement. livre. On peut voir le livre, Philippe, ou après? En photo? Bon, Philippe le mettra dès qu'il l'aura mis. Mais voilà. Donc, Margot Chikaoui, aux éditions Michalon, hein, c'est bien ça. Et c'est Au nom de la mer, il est sur l'écran, on le voit bien. Exactement. Donc, vous pouvez vous le procurer, lisez, parce que c'est une histoire romancée, mais c'est autobiographique. Oui. Mais elle va en parler d'ailleurs dans le truc. Alors, qui est Margot Chikaoui? Vous êtes née où? Vous avez grandi où? Donc, j'ai grandi dans le sud, à Marseille. Donc moi, à la base, voilà, je suis une petite fille du sud. Donc Vous êtes née dans quelle ville? Vous êtes née où? à Marseille. Ah, vous êtes marseillaise? Et ouais. Hein? Ouais. Et après, en fait, je suis allée à Paris à l'âge de 7 ans. Et donc voilà, j'ai grandi avec mes tantes et ma mère. Puis donc par la suite, on s'est installé à Paris parce que bon, il y avait plus de travail, etc. pour ma mère, donc c'était plus simple économiquement pour elle. J'ai grandi sans père, donc on en parlera certainement plus tard. Il m'a reconnue sur le tard, j'avais 15 ans, et au bout de 13 ans de procédure donc judiciaire. Alors on va dire, parce que c'est justement le sujet du livre, mais votre parcours, alors comment se Ouais. passe d'un parcours scolaire? Vous avez fait quel parcours? Je sais que vous avez fait des grandes écoles, parce que Oui. je sais aussi que vous étiez secrétaire général du think tank Terra Nova Jeune, Oui. ce qui est quand même à 22 ans, parce que je sais que vous avez 22 ans, de belles lettres, non? Oui, c'est vrai. De noblesse, non, déjà? C'est Dans gentil. ce domaine-là, dans le Dans domaine du ce social. domaine-là, effectivement. Écoutez, alors à l'origine, voilà, j'ai fait l'école active bilingue en tant que, pour le primaire, début du collège. Après, j'étais à Chaptal. Ensuite, j'étais au lycée Montaigne, un lycée vraiment qui m'a marqué et dont l'enseignement a été pour moi révélatrice. J'ai eu des professeurs assez exceptionnels qui m'ont encouragée dans ma vocation, qui m'ont encouragée à m'améliorer tant dans le domaine des lettres que dans le domaine des sciences. Et maintenant, donc, je suis étudiante à Assas en droit, donc je suis en 3e année, pour être avocate en droit de la famille et droit pénal. Forcément, mon histoire personnelle a joué dans cette orientation, parce que j'ai rencontré en fait mon avocat quand j'étais en procès donc avec mon père par rapport à la reconnaissance de paternité, m'a vraiment, m'a guidée, m'a influencée quant à mon parcours futur. Il m'a donné envie de goûter et d'incarner cette éloquence qui est chère au droit. Donc maintenant, voilà, je travaille dur pour pouvoir être avocate. Mais vous avez déjà de l'éloquence, hein. C'est gentil. Vous avez déjà une belle présence. Vous avez les yeux pétillants, rieurs. C'est vrai, mais même si on sent que c'est quand même assez douloureux, ça vous torture un peu. Mais vous êtes une avocate engagée au moins. C'est une garantie qu'on va avoir. C'est sûr. Hein? Et donc alors, comment vous est venue l'idée après avoir fait ces grandes études, tout ça, comment vous est venue l'idée de ce livre? Eh bien, écoutez, déjà, moi, en tant que jeune, j'avais un peu honte quand j'étais petite de ma situation familiale. Parce que autour de moi, les parcours étaient lisses. Autour de moi, voilà, il y avait des bambins tout beaux, tout roses, qui ne faisaient jamais, état un petit peu de leurs problèmes. Bon, c'est normal, en général, une cour de récré ne se prête pas à ces propos-là. Néanmoins, bon, on n'est pas vraiment à l'aise, on se dit, bon, moi, c'est pas pareil, quoi. Enfin, moi, j'ai pas un papa. Et il y en a d'autres, ils n'ont pas une maman. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui manque. On est une table et bon, il manque une pièce à la table, un support.
Et donc du coup je me suis dit, en fait mes études de droit à un moment donné, j'ai eu envie un peu de faire une pause et de me tourner vers la littérature qui fait partie un petit peu de mes premiers amours. Et comme j'ai toujours aimé écrire, j'ai commencé à écrire en fait mon histoire. Et un petit peu mon histoire familiale en romançant en quelque sorte. Parce que je me suis dit, eh ben, si je suis publiée, si j'ai cette chance-là et que d'autres jeunes ados ou jeunes femmes, jeunes hommes me lisent et s'y retrouvent, eh bien je suis sûre que ça l'aidera parce qu'il se dira, je suis pas seule. Il y en a plein qui vivent la même chose que moi, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui nous manque dans la construction de son identité personnelle. Et donc voilà, j'ai écrit dans cette perspective de m'adresser aux jeunes et de leur dire non, vous n'êtes pas seuls, n'ayez pas honte, assumez. Qu'importe si chez vous c'est pas parfait, si chez vous il y a des difficultés économiques et que autour de vous non, tout va bien, a priori, allez-y, assumez, il n'y a pas de honte à avoir, on ne doit pas être parfait. Et justement, je pense que les victoires et les études, quand on réussit dans les études, sont d'autant plus belles quand on vient, d'un milieu où c'était pas gagné à l'origine. Parce que ça montre notre force. Et Chikaoui, alors le nom de votre famille, c'est le nom de votre maman, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui elle est d'origine d'où? Tunisienne. Elle est tunisienne? Ouais, mais elle grandit en France ou elle est vue de Tunisie? Non, elle est grandie en France. Elle a grandi, en France. Et, à Marseille. À Marseille. Voilà, c'est un petit peu la ville des métèques. Beaucoup d'immigrés à Marseille. Et en fait, j'ai baigné quand même dans la culture tunisienne et musulmane. Donc j'ai un peu les deux cultures, française et musulmane. Et donc très attachée à la harissa, non, tunisienne? Ah oui, j'aime beaucoup tout ce qui est épicé, tout ce qui est relevé. Bon, mais je ne veux pas rentrer dans les caricatures. Non, je le sais pour l'humour parce que... Je rigole. Alors, et donc Margot, donc, du coup, alors ce livre, alors comment vous l'avez abordé? Parce que quand vous en parlez, donc votre père, puisque maintenant il vous a reconnu, après vous avez parlé de la procédure, vous êtes était français, haut fonctionnaire, le truc, mais et donc vous alors comment vous avez comment vous avez réussi à faire votre autobiographie, mais assez romancée, comment vous avez apporté les choses? En fait, je pense que l'histoire, finalement, elle est assez universelle. Parce que cela soit un haut fonctionnaire français ou quelqu'un de lambda, l'histoire est classique, c'est-à-dire l'abandon, en fait, d'un enfant à la naissance. Et le fait, en fait, de partir du domicile et de laisser l'enfant à sa mère, uniquement. Ou, autre cas possible, la femme qui part de son domicile et qui laisse l'enfant à l'homme. Bon, c'est plus rare, mais ça existe également. Ça existe aussi, oui, tout à fait. Voilà. Donc, en fait, le propos, certes, il est sur une justice à deux vitesses, qui n'est pas la même pour un magistrat qui est face à la justice et une personne totalement lambda qui a affaire à ce magistrat pour une reconnaissance en paternité. Forcément, c'est long. La justice française est longue. Et puis, il y a un problème de trafic d'influence, etc. Mais je ne suis pas dans une dénonciation par rapport à ce livre parce que j'aime mes parents, les deux, et que j'accepte mon histoire telle qu'elle est. Donc je ne suis pas là en train de pointer du doigt mon père. Il a fait ce qu'il a pu faire. Mais le problème que j'aborde plus profondément, je pense, dans ce livre, c'est comment avancer, comment se construire en tant que jeune adulte quand il nous a manqué donc une partie de nos parents, parce que quand même on ressemble à ses parents. Forcément, il y a des traits que l'on a et on ne sait pas forcément d'où ça vient quand on n'a grandi qu'avec un seul de ses parents. Et c'est peut-être bateau, mais c'est vrai que quand on rencontre le deuxième, on se dit waouh, il y a des choses quand même qui sont frappantes et même s'il ne m'a pas élevé, c'est drôle. Il y a des choses qui sont Il y a une part de génétique quand même qui dans l'idée, tout ça. Et vous avez quel âge la première fois que vous avez vu ce père absent? J'avais 15 ans. Et donc, la rencontre s'est bien passée, c'est ce que vous venez de nous en parler, comme c'est important. Oui, la rencontre s'est bien passée parce qu'en fait, finalement, j'étais en attente de père, puisque c'était ce qui me manquait et que c'est peut-être certainement ce que j'attendais. Donc j'étais forcément dans une forme d'idéalisation. J'avais envie d'avoir un père dans ma vie. Après, malheureusement,
l'orgueil de mon père a fait que nos relations n'ont pas pu durer, là, dans le futur et dans le présent actuellement. Mais ça m'a fait du bien de savoir qui il est. Vous avez plus, alors aujourd'hui, vous avez plus de contact avec lui pour grand chose, quoi. Brièvement, pour les fêtes, pour Noël, pour les anniversaires, mais c'est de manière diplomate. C'est la diplomatie aujourd'hui. Voilà. Et donc, alors, dans le livre, qu'est-ce que vous racontez alors qu'on puisse avoir un peu un aperçu? Les gens vont essayer de le lire, j'espère qu'ils vont le regarder, parce que ça va les aider. Peut-être c'est une forme de thérapie. Je pense que c'est plus que de la thérapie. Je pense que, oui, il y a un petit côté, se comprendre, et puis comprendre son histoire propre, individuelle, etc. Donc, toujours une petite part une dimension psychologique. Mais là, pour le coup, voilà, il y avait quand même une recherche des mots, une recherche de création. Et je parle de beaucoup de la construction féminine, de ce qu'est être une femme. Et effectivement, Simone de Beauvoir avait raison, on ne naît pas femme, on le devient, je pense. En ce qui me concerne, c'était mon cas, puisque j'étais un petit peu garçon manqué quand j'étais petite. Puis ensuite, on apprend en fait les codes de la féminité. Mais on n'est pas femme instantanément. Et puis moi, ce qui me manquait, c'était un homme pour me sentir femme. Et je suis devenue femme le jour où j'ai rencontré mon père, finalement. Enfin, je suis devenue fille, pardon. Le jour où j'ai rencontré mon père. Oui, j'avais compris le sens, quoi. Ouais. Vous avez pu vous reconnaître dans un homme, quoi, parce que c'est comment qu'on devient femme quand on est élevé que dans un univers féminin, parce qu'il y a votre mère, mais il y a vos tantes, je crois, c'est ça. C'est un univers complètement féminin que vous aviez, vous. Oui, voilà. Et en fait, si vous voulez, justement, c'est intéressant parce que la question du genre ne se pose pas. On est qui on est. On est un individu, une personne, mais pas défini par son sexe. Donc, c'est pas vraiment stéréotypé. On ne va pas être vu, je pense que quand on est dans une famille typique, normale, donc un père, une mère, voilà, il y a une différenciation des sexes. Quand tout le monde autour de soi est une femme, on se distingue différemment. C'est pas sa beauté, c'est pas sa robe qui va nous différencier des autres. C'est, je pense justement, ça nous pousse à cultiver notre différence, mais intellectuelle ou par les mots, la parole, l'attitude, c'est intéressant. Et donc, comme construction, je pense. Donc quand vous avez rencontré votre père, vous êtes senti une petite fille, vous avez pu avoir le référent qui vous manquait ou... Voilà, exactement. J'ai eu envie en fait de devenir, d'accepter et d'incarner un petit peu les codes de la féminité finalement, puisque j'avais un homme en face de moi et un homme qui me ressemblait en quelque sorte, puisque forcément c'était mon père. Bah oui. Donc là pour le coup on a envie de plaire en fait. On apprend les codes aussi un petit peu de la séduction, puisqu'on sait maintenant c'est quoi un homme. Enfin, et la différence en fait que c'est d'être un homme et une femme. Et donc, vous l'écrivez dans le livre, vous en parlez aussi de cette rencontre et tout ça. Oui. Et donc lui, là, il vous a justifié les choses par le fait qu'il n'ait pas cherché après vous pendant 13 ans, enfin, même 15 ans même. Il l'a justifié comment? Parce que c'est important, parce que j'ai l'impression que vous lui en voulez pas, en fin de compte. Non. Vous n'êtes pas dans une dénonciation, dans une revanche. Vous l'acceptez, votre situation? Oui, je l'accepte parce que j'ai eu une belle enfance, que finalement on n'a pas forcément besoin de ses deux parents pour avoir tous les repères, même si c'est important quand même de le rencontrer ou de la rencontrer. Mais mon père, donc comment il m'a justifié ce temps, cette absence? Il me l'a justifié en me disant que voilà, quand on commence une guerre, on la finit. Et qu'il attendait de voir finalement est-ce que il allait perdre ou gagner en justice, est-ce qu'il allait devoir ou non obligatoirement me reconnaître. Il y a eu un arrêt de cassation, donc il a été face à des confrères qui lui disaient qu'il avait tort quand même de s'entêter. Donc il a fini par abdiquer et il a fini par me reconnaître. Et donc lui, c'est juste parce qu'il y avait une guerre, il faut la finir, quoi. Mais c'est pas une guerre comme une autre quand même, parce que quand on a son enfant qui est là, c'est assez particulier, non? Oui, en fait, être un père biologique, c'est un peu à la portée de tout le monde, et on ne considère pas forcément le fruit, d'une union comme son enfant. Donc il ne me considérait pas comme son enfant, il me considérait un petit peu comme un accident qu'il fallait,
mettre de côté, enfin faire un petit peu disparaître ou taire. Bon, après, c'était sa vision des choses. On est passé outre, on s'est rencontrés, on s'est vus, on se connaît. Et je pense que ce n'était pas forcément mes affaires. Enfin, moi, certes, j'étais au milieu, mais je pense que mes intérêts n'étaient pas vraiment... en tout cas, ils étaient défendus par ma mère, qui ne m'a jamais noirci le tableau par rapport à mon père. Mais peut-être que voilà, l'orgueil a pris le dessus concernant la reconnaissance de paternité par rapport à mon père. Mais bon, les premiers temps que vous l'avez vu, vous avez passé des bons moments avec. Ouais, j'étais contente. J'étais contente et tout. Ouais. Et dans le livre, vous en parlez, donc on peut voir. Mais quand vous étiez petite, quand les autres disaient ah mon papa, on va aller avec mon papa et tout ça, ça vous touchait beaucoup, ça vous a quand même chagriné. Est-ce que le soir, comment on vit ça? Parce que les gens qui nous regardent, bien sûr, vont se reconnaître dans le livre, au nom de la mère, et peut-être aussi se dire bah on n'est pas tout seul. Et c'est le but de cette émission. Vous inviter, c'est pour que effectivement vous puissiez témoigner, que les gens comprennent qu'on peut surmonter des choses et que la vie elle est aussi faite d'accidents de parcours, de choses difficiles, mais qu'en aucun cas on est responsable de la situation, qu'on doit essayer de vivre pleinement, non? En fait, on n'est pas responsable en fait des conflits qu'ont nos parents. Donc c'est pas parce que notre père ou notre mère est parti du domicile qu'on ait forcément la raison. C'est que a priori il y avait déjà des problèmes entre deux. Bon. Quand j'étais petite, ça me faisait pas tant que ça souffrir parce qu'en fait, un absent ne peut pas vous manquer. En fait, on ne peut pas ressentir le manque de quelque chose qui n'a jamais existé pour vous. Et quand on a été extrêmement entouré d'amour, ce qui est mon cas, et j'ai eu énormément de chance par rapport à ça, c'est que j'ai été extrêmement chérie. Je pense que finalement on est assez comblé. Moi j'ai plutôt souffert d'avoir ma place nulle part et donc de partout finalement. Enfin ça je l'ai compris par la suite. Puisque j'étais écartelée, je savais de quel milieu social venait mon père et je vivais avec ma mère, donc j'avais une situation économique et sociale différente, un peu plus difficile parce que la situation d'une mère célibataire aujourd'hui en France quand même, c'est très précaire. Il y a beaucoup de familles monoparentales et c'est celles les plus touchées en fait par les crises économiques et par les difficultés financières. Et je pense que c'est ça, en fait, la souffrance quand on est enfant. Mais je dirais pas que j'ai des souffrances personnelles, mais en tout cas, ce que l'on rencontre et ce dont on peut éventuellement souffrir quand on est un enfant issu de famille monoparentale, c'est ça. Alors justement, c'est pour ça aussi que ça va être assez que vous veniez, parce que je voudrais que vous nous parliez de ce combat pour ces familles monoparentales, ces femmes monoparentales, ou ces hommes d'ailleurs, qui élèvent seuls dans des conditions plus difficiles, qui sont très touchés, leurs enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens J'ai envie de dire aux enfants que déjà, c'est pas parce que les parents n'ont pas réussi à être, deux pour élever leur enfant que eux-mêmes n'y arriveront pas par la suite. Que c'est impossible pour eux d'ensuite construire une famille. Moi, je suis convaincue que si. Et c'est pas, un challenge personnel, mais j'espère que par la suite, j'arriverai à construire une famille stable et pas forcément monoparentale. Donc c'est pas une fatalité. Et qu'ensuite, il faut voir avec respect ces parents, qui se dévouent un peu à nous. Parce que être seul et élevé avec son seul argent, un seul revenu, un enfant, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement coûteux. Et puis même parfois, il y a plusieurs enfants. Donc c'est franchement pas une chose aisée. Donc je pense qu'en tant qu'enfant, il faut savoir le respecter et se dire qu'on va se battre soi-même 2 fois plus pour soi, mais en honneur aussi de ces personnes qui ont mis leur énergie et leurs petits revenus à contribution pour qu'on arrive à avoir de belles études et qu'on arrive à aller à l'université, à faire de grandes écoles, etc. Moi, ma mère a eu la chance de pouvoir être aidée par mes tantes, et donc c'est un peu en bloc que j'ai été construite et éduquée, donc j'ai été extrêmement entourée et poussée, mais j'ai ce respect-là et je me dis que moi, j'ai le devoir en fait d'y arriver pour leur rendre hommage. Ouais, c'était la Tunisian Girl Collection, quoi, c'était ça, non? Ouais, en quelque sorte, ouais.
Mais c'est une solidarité naturelle et une fraternité qui fait qu'on ne se lâche pas. Et voilà. Mais moi, je trouve que pour quelqu'un de 22 ans, vous êtes d'une grande maturité et d'une grande utilité. Est-ce que c'est justement c'est ce parcours? Est-ce que justement, quand on est capable de surmonter les difficultés ou quand on est capable... Les difficultés, ça s'entend, hein, Oui. que ce soit intellectuelles, elles ne sont pas que matérielles, hein, d'identité, de positionnement. Est-ce que c'est pas ça qui vous a non plus rendu plus forte un peu? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, mon message, c'est de m'adresser aux jeunes et de leur dire, allez-y, il n'y a pas de limite en fait. Le monde, il peut être à nous. Peu importe, voilà, si on a manqué de père, de mère, ou d'argent, ou de je ne sais trop quoi, on peut y arriver. Il faut juste croire en soi et bon, c'est vrai que si on est aimé, ça va plus vite. Et si on n'est pas aimé, ça peut décupler nos forces en fait. Parce que quand on a des rejets, même de son entourage à l'école, etc., ce que j'ai pu connaître parfois, eh ben, il faut y aller et il faut se dire, eh ben, on va prouver qu'on est 4 fois plus fort que tous, en fait. Mais est-ce que c'est... Vous parlez de rejet à l'école, parce que vous avez pris. Est-ce qu'on vous le fait sentir que vous n'avez pas de père? Est-ce que les enfants ou d'autres... C'est pas tant ça, mais je pense qu'en plus, les jeunes sont un peu violents. Enfin, quand on est ado, on est dur, on est extrêmement cassant. Donc quand on est ado et que, comment dire, bah déjà si on est un peu intello, si on n'a pas toujours les bonnes fringues, si on n'est pas toujours dans le coup, bon, on est un peu mis à l'écart. Et puis, comment dire, parfois on peut avoir honte d'être intello. Moi je pense pas. Moi je pense qu'il faut y aller et c'est pas une honte. Et en plus, quand après on est à l'université, ça paye d'aimer les livres et d'aimer se cultiver. Oui, parce que vous avez aimé les livres, vous avez cultivé, vous êtes secrétaire général, je le disais tout à l'heure, on a parlé mais de Terra Nova, qui est un think tank de pensée. Ouais. D'ailleurs, que j'ai connu, Olivier, qui a créé ça, je salue ça et moi, parce qu'il est décédé malheureusement d'un infarctus dans des conditions terribles. Donc, et François Chirac a repris après la présidence, qui est aussi décédé aussi, que je salue et moi, parce que j'ai travaillé avec les étés. Comment on arrive vous êtes arrivé à ce think tank, parce que c'est quand même, même si c'est jeune, c'est un think tank de réflexion, il faut écrire, il faut penser, il faut travailler, vous êtes une acharnée, Margot, non? Oui, mais c'est surtout qu'en fait, je veux faire valoir mes idées, je veux réfléchir en comité, parce que je pense qu'on n'avance pas très loin seul. Donc, à part quand on écrit des ouvrages, on a besoin en général de personnes pour les écrire, mais quand on est dans un think tank, on a besoin d'échanger, de débattre, de ne pas être d'accord, mais de faire aussi valoir ses idées. Et ça nous apprend aussi à se positionner et à démontrer que parfois on a raison aussi sur certaines choses, notamment sur... Moi j'ai beaucoup travaillé sur l'égalité homme-femme, donc j'ai écrit des articles, etc. là-dessus. C'est quelque chose qui me tient à cœur forcément par rapport à mon histoire aussi. Mais voilà, c'est... Toutes les questions sociales de précarité, c'était un petit peu mon sujet de prédilection dans ce think tank. Et quand on est jeune, il ne faut pas avoir peur. Moi, quand j'étais secrétaire générale, donc maintenant je ne suis plus en poste, j'ai fini mon mandat, j'ai commencé, j'avais 19 ans. Bon, les autres avaient 24, 25 ans. Et c'est pour ça que je connais tout, c'est pour ça que je disais, c'est quand même, vous êtes une acharnée, quoi. Ouais, mais il faut y aller, parce que bon, j'avais cette opportunité, je l'ai saisie. Et je me suis dit, j'ai pas peur. Bon, il y avait des polytechniciens, des sciences-pistes, etc. Moi, j'étais à SAS. Bon, j'étais ok, je vais essayer de tenir le niveau. Je l'ai fait. Voilà. Donc, il faut pas avoir peur. Il faut pas être dans l'autocensure, parce que parfois, on ne fait pas donc les choses. Donc, on peut retrouver vos écrits sur Terra Nova, jeune, sous le nom de Margot Chikaoui ou de collectif, quoi. Non, même il y a des articles au nom de Margot Chikaoui. Comme c'est des articles de collectif. Et aussi collectif, évidemment. Voilà, moi j'avais écrit à l'époque avec Joël Roman et Daoud sur les discriminations. Donc c'était dans Libération aussi. À l'époque, Libération, on reprenait tout le Terra Nova sur de double pages. Et donc on peut retrouver aussi. Donc comme ça, pour le coup. Mais... et c'est quoi l'actualité? Parce que moi aussi je vous invite, je sais que vous êtes très engagé justement sur l'égalité femmes-hommes. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, donc on a parlé du monde féminin, etc. Mais c'est quoi l'actualité de Margot Chikaoui alors dans les semaines, dans les mois à venir Très honnêtement, mon actualité, en fait, ça va être le droit. Et ça va être de réussir mes partiels. Parce que, voilà, j'ai passé mon temps entre la littérature, les engagements associatifs, etc. Là, il faut en fait que je pense à moi.
Et donc je reviens à mes moutons, c'est-à-dire le droit. Et comme j'ai Attention que ce ne l'ambition... soit pas des moutons de light, parce que ça va être maintenant. Méfiez-vous quand vous parlez des moutons, quand on est tunisien avec des origines, c'est attention, hein, parce que le mouton de light, il finit toujours pas très bien dans ce coup-là. Bon, alors un mouton, mais pas pour pas l'ail. encore, Voilà. pas encore cuit. Mais disons que là, je suis dans le sérieux, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie de servir les gens communs, sans histoire, enfin justement avec des histoires pas communes, qui se retrouvent face aux tribunaux. Ça, c'est mon ambition personnelle qui me porte, qui me fait rêver. J'ai envie vraiment de porter la robe un jour. Donc il faut que je termine mes études, que j'y arrive et que je devienne la future ténor du barreau en droit de la famille. Donc c'est mon futur challenge. Donc maintenant, les activités associatives, je les mets un peu en suspens. Ah bon, alors, vous voyez, donc, je vous invite la future ténor du barreau, j'ai un talent de ténor du barreau, en droit familial. J'espère, hein. Et pour la défense de l'égalité femmes-hommes, je pense qu'il y a besoin. Alors, on voit aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a parfois des dérapages et tout ça, mais dans tous les sens, il y en a. Mais je crois que c'est important quand même de défendre cette égalité femmes-hommes et que chacun... Mais au-delà de ça, vous savez, c'est pas tant l'égalité femmes-hommes, moi, qui me tient à cœur. C'est plus, en fait, les jeunes. Les jeunes à qui on a dit, bon, bah, c'est fini, de toute manière, t'as pas d'avenir, bon, t'es un délinquant, abandonne, quoi. Enfin, va en tôle et puis tais-toi, t'as zéro avenir. Moi, je veux leur dire, non, vous allez rêver. Enfin, je sais pas si j'y arriverai, mais si, en tout cas, dans ma profession future, j'arrive à en faire sortir de certaines voies qui sont pas très propres, et à faire rêver certains jeunes concernant leur avenir, ça, je pense que j'aurais réussi mon engagement. L'émission a touché à sa fin, donc sur ce message d'espoir et d'égalité, peut-être que tu as peut-être rajouté quelque chose, Margot, mais je trouve qu'effectivement, parce que quand on parle d'égalité femmes-hommes, et que tu as parlé aussi de la justice sociale, c'est des questions de justice sociale. C'est pas des questions qui sont annexes. Il y a que l'égalité n'est pas à géométrie variable. Ouais. Et quand on défend l'égalité femmes-hommes ou l'égalité des plus faibles, etc., on défend le droit pour tous en réalité. C'est quand on défend le droit des plus démunis ou des plus faibles, c'est une société qu'on défend. Qui avance aussi. C'est une société qui veut avancer, qui veut construire. C'est pas une société qui veut laisser sur le bas-côté une partie d'elle-même, c'est ça. Comme d'ailleurs ce que tu disais, parce que c'est assez complémentaire, sur ces enfants qui sont de familles monoparentales qu'on voudrait oublier ou qu'on voudrait... mettre de côté. Mettre de côté. Ne pas voir. Il faut qu'on arrête cette société. Je dis souvent une phrase moi, qui m'amuse, c'est de dire faut arrêter de dire oui à ceux qui sont d'accord avec nous. Faut pas être d'accord. Ouais, justement. Il faut les montrer. Il faut les montrer. Ouais. Puis il faut dire voilà, c'est vrai, et la société elle n'est pas parfaite. Mais on va faire avec. Et puis on va trouver des voies pour ces jeunes qui ne trouvent pas leur place aujourd'hui dans la société. On va faire autrement. Il faut leur dire qu'il y aura toujours une main tendue. Il y aura toujours une main tendue. C'est un peu, ça m'appelle un peu le Scotus qui disait je vous promets pas le grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. Voilà, toujours. C'est un peu ça, c'est-à-dire de dire aux gens n'oubliez pas, il peut toujours y avoir une main tendue. Il y a toujours quelque part une petite lumière. Regardez bien, cherchez. Ne vous laissez pas, ne sombrez pas dans l'oubli ou dans le noir ou dans l'obscurité ou dans l'obscurantisme, pour d'autres cas. Essayez de voir, il y aura toujours une petite lumière, non ? Oui, c'est pas fini. Puis la société française n'a pas, je pense, révélé tous ses atouts. Donc on va innover certainement. En tous les cas, Margot Chikoï, merci. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation, de venir parler de vous, c'est pas simple. Nous, on se retrouve comme toujours les lundis et vendredis à 20h avec toujours un nouvel invité. Et j'espère que vous avez apprécié et que effectivement ceux qui nous regardent ou qui vivent des situations similaires et les autres aussi seront encore plus solidaires après cette émission qu'ils ne l'étaient avant. Bonsoir à toutes et bonne soirée. Bonne soirée.